intéressant. Alors, je vais me présenter en 30 secondes. Je suis passionné d'histoire de la médecine depuis un temps certain et membre d'ailleurs de cette société depuis plus d'une dizaine d'années, même si je suis rarement présent et je m'en excuse d'ailleurs auprès de vous aux réunions. J'ai travaillé sur la médecine au XVIIe siècle, en particulier la santé de Louis XIV, mais pas uniquement la santé de Louis XIV, parce que c'est pas uniquement le personnage qui m'intéresse, mais le contexte. Et à partir de là, j'ai diversifié mes travaux autour de la notion de corps du roi, et puis aussi des questions, des approches plus générales sur l'histoire des médecins, l'histoire de la profession, et l'histoire de la médecine, l'histoire du savoir, et comment est-ce que les sociétés réagissent à ces crises sanitaires qui impliquent toujours des rapports de force, des stratégies, et puis des réactions aussi, puisque il s'agit d'une histoire vivante, j'ai appelé ça de la biohistoire. C'est pas de l'histoire bio au sens d'écologique ou écologiste, mais une histoire qui essaie de restituer ou qui tente de restituer la place qui est la sienne du vivant dans les systèmes sociaux, les cultures et les mentalités. Alors aujourd'hui, en fait, je voudrais vous présenter à la fois ce qui est pour moi un classique, mais en essayant de proposer d'autres interprétations ou en essayant de renouveler un peu mon point de vue, celui qui était le mien en 2006-2007 quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'histoire. Hein. Je ne suis pas médecin, je ne suis qu'historien, mais voilà, je m'intéresse bien à l'histoire de la médecine et je pense avoir pu apprendre un certain nombre de choses. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est à la fois de revenir un peu sur ce qui, pour moi, constitue un thème classique, mais peut-être en essayant de poser de nouvelles questions autour de cette interrogation. Est-on face à un absolutisme sanitaire lorsqu'il s'agit de soigner un roi, et quel roi? Louis XIV en particulier. Je parlerai de temps en temps peut-être d'autres souverains, mais j'ai voulu me centrer pour différentes raisons, mais vous verrez que dans la conclusion, j'essaie d'élargir au maximum le sujet, dans une perspective qui n'est pas celle de faire un diagnostic rétrospectif, c'est-à-dire de connaître la réalité telle qu'aujourd'hui, on pourrait dire et statuer sur telle maladie, telle pathologie, tel symptôme, mais essayer de voir en fonction de la médecine de l'époque comment tout ça s'organise et en quoi le corps du roi et la santé du roi est une affaire d'État. Ce sont des affaires d'État, hein, puisqu'il y a la notion de corps du roi, ça c'est, on va dire, la partie sacralisée et sacralisante d'un État qui s'incarne dans une personne, et aussi les aléas, hein, donc un état de santé qui, bien sûr, avec l'âge, mais pas forcément, c'est pas le seul paramètre, peut donner lieu à un certain nombre, on va dire, de péripéties, pour ne pas dire de mésaventures. Je voudrais simplement faire un point bibliographique, mais très rapide. Je vais essayer de changer la diapositive. Parfait. Avec deux textes. Alors, les actes d'un colloque, et je pense que les membres de la Société française d'histoire de la médecine pourraient être intéressés par l'ouvrage, dirigé, j'allais dire coédité, c'est plutôt co-dirigé par Anne Van Gloff et Brigitte Merck, qui sont deux spécialistes d'histoire ancienne, et qui, il y a quelques années, ont consacré un colloque à Lausanne à la santé du prince, corps, vertu et politique dans l'Antiquité romaine, donc ça renvoie à des choses assez anciennes. Et j'avais eu l'honneur d'introduire ce colloque international avec une communication sur une réflexion méthodologique sur ce que j'appelle la biohistoire, c'est-à-dire comment on peut essayer de s'intéresser à la santé, on va dire, de nos ancêtres, en essayant de bien contextualiser et de voir tous les rapports de force qui se nouent autour de ces problématiques. Et lorsqu'il s'agit de personnes puissantes, les impacts, le rayonnement, la dimension politique qui entoure un état de santé défaillant. Et puis j'avais eu le plaisir, avec Jacqueline Vons, de co-diriger également, co-organiser un colloque international dont les actes sont parus en 2018, donc le colloque a dû avoir lieu en 2017, et dont les actes, en l'occurrence, quels actes ont été publiés en ligne, hein, ils sont disponibles en ligne, vous pouvez les télécharger tout à fait librement, gratuitement, sans problème, sur le site de la BIOM, hein, Santé et médecine à la cour de France, 16e-18e siècle. Un colloque que j'estime, hein, Jacqueline serait d'accord avec moi, hein, avoir été un succès, où notamment un certain nombre de membres justement de la société française avaient participé. Autour de cette question, qu'est-ce qui se passe finalement quand on est un aristocrate, quand on est un souverain, un prince, ou simplement un officier, quelqu'un qui vit à la cour, parce qu'il ne faut pas oublier que la cour, c'est pas que les courtisans, c'est aussi les gens qui travaillent pour les courtisans.
Et en fait, dans cette espèce de microcosme, hein, dans cette espèce de groupe, il y a des problèmes forcément de santé. Et en fonction des statuts et en fonction, je dirais aussi des risques épidémiques, ça donne lieu à des choses très différentes. Donc voilà un peu pour j'allais dire pour le contexte dans lequel, la dimension dans laquelle j'évolue en termes de méthodologie, en termes d'approche sur ces questions de santé. Alors, premier volet que je voudrais développer, c'est celui d'un roi, Louis XIV, qu'on peut qualifier de patience sous étroite surveillance. Alors, c'est vrai qu'a priori, on peut dire, bon, effectivement, dès qu'il s'agit d'un roi, d'une tête couronnée, il y a une sorte d'encadrement médical, de contrôle, de surveillance médicale, une surveillance très forte, parce que il en va de l'avenir de la dynastie. Et c'est vrai. En l'occurrence, il ne faut pas oublier que la monarchie est un système politique qui repose sur une question qui est cruciale, qui est celle de la survie et celle de la transmission, celle de l'hérédité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver aussi facilement qu'on pourrait le penser un remplaçant à la personne qui est censée incarner l'autorité, ce qu'en théorie on est censé faire lorsqu'on est censé pouvoir faire, lorsqu'on est dans un système républicain où il n'y a pas de transmission, j'allais dire, génétique de l'autorité et des responsabilités. J'ai choisi, pour illustrer ce premier volet, le fragment d'un tableau. Il est à Versailles, mais c'est pas celui qui est le plus visible, hein. En réalité, il s'agit d'un ex-voto qui a été peint pour célébrer la guérison de Louis XIV en 1658. Et dans l'extrait, enfin dans le fragment plutôt de l'œuvre, on voit Louis XIV alité avec un bonnet sur la tête. Bon, il n'a pas l'air très content, mais il est en pleine convalescence. Et puis autour de lui, à droite, on retrouve Anne d'Autriche, sa mère, le cardinal Mazarin, qui est un peu à l'affût, un ministre derrière lui, et puis Monsieur, donc son frère, hein, qui est en train de pleurer. Sauf que, en l'occurrence, si Louis XIV était mort, le frère en question serait monté sur le trône. Voilà. Il aurait été Philippe VII, si on suit l'ordre des Philippe. Alors, cette question de la santé du roi, elle renvoie immédiatement à l'encadrement médical. Parce que, bien entendu, dans la mesure où la santé du souverain et sa survie constituent une véritable affaire d'État, on va se dire, on prend beaucoup de précautions pour que le souverain soit en pleine forme, soit en bonne santé. Et du coup, il s'agit d'avoir autour de sa personne quantité de médecins, de chirurgiens divers et variés. On parle de maison médicale du roi. Hein, c'est-à-dire qu'autour du souverain, c'est pareil pour la reine, c'est pareil pour certains grands aristocrates, on va dire de premier plan, on a une maison médicale, c'est-à-dire un groupe de médecins attitrés, assermentés, en théorie spécialisés, qui sont censés être pas forcément les meilleurs, mais les plus fidèles. Et ça, c'est un élément qui est important dans le sens où le rapport bien sûr, entre le patient et son soignant, son thérapeute, est avant tout, je mets entre parenthèses, à l'époque, quelque part il l'est encore, et heureusement, il l'a toujours été dans la théorie, mais un rapport de confiance dans la mesure où on aborde quand même des questions confidentielles. Qu'est-ce qu'on connaît de ces médecins? En fait, la liste était publiée. Hein, la liste des officiers qui servent à la cour est publiée dans des ouvrages qu'on appelle les États de la France. Le Ouzou, même si le Ouzou est moins, on va dire, moins connu des jeunes aujourd'hui, mais c'était là où toutes les personnes qui étaient censées compter, en fait, on a à peu près l'équivalent. À partir des années 1640, hein, on a une sorte de Ouzou à la cour, c'est-à-dire tous les officiers, avec le nom, leur spécialité et surtout leurs appointements, c'est-à-dire leur gage, comme on dit à l'époque, c'est-à-dire la somme annuellement qu'ils leur est délivrée pour accomplir la mission qu'on leur a donnée. Et donc là, on a l'État de la France pour 1661, on a la liste des médecins qui servent le roi. Le premier médecin s'appelle Antoine Vallot et il est défrayé à hauteur de 3000 livres, ce qui est une très belle somme. Hein, c'est une très belle somme. C'est pas une fortune non plus, mais c'est une très belle somme. Et dans la mesure où le premier médecin suit systématiquement le roi, la nourriture est gratuite, on lui paye le transport, puis voilà, il a un certain nombre de privilèges. Ce qui peut sembler plus étonnant pour les gens qui ne connaissent pas véritablement, je dirais, le contexte de ces maisons médicales royales, c'est le nombre, en fait, des médecins qui sont associés à la personne du roi. Pour dire, un médecin, ça suffit, en mesure où c'est le premier médecin, donc c'est le médecin personnel, non, il y en a d'autres. Hein. Il y a un médecin ordinaire qui peut remplacer le premier médecin. On a des médecins servant par quartier. Par quartier, c'est tout simplement par trimestre.
Et puis, on a d'autres spécialités qui peuvent nous sembler assez étranges, mais qui font partie de cette maison médicale. Par exemple, il est fait mention de médecins spagyriques. Alors, les médecins spagyriques, c'est censé être des médecins un peu alchimistes, c'est-à-dire qu'ils connaissent la transmutation, alors non pas du plomb en or, mais les différentes vertus des métaux, des minéraux, c'est-à-dire qu'ils s'éloignent un peu des grandes théories médicales, pour les simplifier, de la faculté de médecine de Paris, et qui sont un peu plus versés vers des théories du sud de la France, hein, notamment la médecine de Montpellier, qui, on le sait, a été plus réceptive à la médecine arabe et donc à cette médecine un peu alchimique, hein, avec des mélanges, et puis l'utilisation de minéraux, de plantes, de métaux, hein, de différentes substances. On retrouve même des médecins mathématiciens. Médecins mathématiciens, on peut se dire, mais à quoi est-ce qu'ils peuvent bien servir? Et en fait, on n'est pas très très bien renseigné sur ces médecins mathématiciens, sauf que, selon toute vraisemblance, ce sont des médecins qui avaient un peu la fonction, comment dire, une fonction proche de celle des astrologues. C'est-à-dire qu'un bon médecin était censé prévoir au début de l'année, au mois de janvier, hein, en fonction voilà, des constellations qui devaient être voilà, dans telle ou telle position. Ils étaient censés prévoir les épidémies. Ça peut nous sembler très étrange, mais un bon médecin, en fonction de calculs, j'allais dire, très savants et très complexes, était censé prévoir quelles épidémies allaient s'abattre sur la population, hein, dès le mois de janvier. Donc on a ces mathématiciens, en tout cas en 1661. Je passe et j'attire quand même votre attention, avant d'évoquer rapidement les chirurgiens, sur le fait que dans le texte, il est bien indiqué, il y a 60 autres médecins n'ayant quartier pour servir quand on les appellera. Donc on ne sait pas trop cela si on a besoin. La première question qu'on peut se poser, bien entendu, est de se dire, mais à quoi est-ce qu'ils servent? En réalité, ils ont une fonction qui est une fonction presque honorifique. C'est-à-dire, à un moment donné, la cour, hein, l'État royal, si vous voulez, a vendu des charges de médecins. On vendait cette fonction, et comme c'était une fonction prestigieuse, il y avait plein de gens qui étaient attirés et qui pouvaient se faire une réputation en disant, bah oui, moi je suis médecin du roi, alors qu'il n'a jamais touché le roi, il n'a quasiment jamais vu le roi, mais on achète cette charge. Acheter cette charge, c'est-à-dire on donne de l'argent à la couronne, qui effectivement en avait grand besoin en 1661, et ensuite on peut se pavaner et avoir une clientèle parisienne, par exemple, un peu prestigieuse, en disant, ah ben attention, je ne suis pas n'importe qui, je suis médecin du roi, hein, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais touché, jamais soigné, mais j'ai ce titre, donc hein, j'ai en théorie un certain prestige. Vous voyez qu'il y a à peu près le même principe pour les chirurgiens. Vous avez un premier chirurgien, hein, comme il y a un premier médecin. Le point commun entre les deux, ils sont anoblis. C'est très important, puisque la fonction de médecin n'était pas anoblissante dans l'Ancien Régime, hein, puisque c'était une fonction, entre guillemets, lucrative. En plus, pour le chirurgien, on travaille avec ses mains, donc normalement, on déroge, hein, on ne peut pas être noble. Le premier chirurgien et le premier médecin, eux, ont accès à la noblesse. On considère qu'ils rendent un service tellement important à la monarchie que la noblesse peut leur être transmise, et en plus, c'est une noblesse héréditaire. Leurs enfants seront nobles après eux, grâce à cet anoblissement. Vous aurez remarqué qu'il y a un opérateur ordinaire, donc quelqu'un qui fait des opérations, renoueur, opérateur pour la pierre, hein, en cas de lithiase urinaire, opérateur oculiste, hein, on imagine en cas de cataracte ou de problème au niveau des yeux. Et on a comme ça, hein, en réalité, une centaine de médecins, de chirurgiens, qui vivent dans l'entourage du roi et qu'on peut solliciter, qui peuvent remplacer le premier médecin, même si en réalité, la personne qui inspire vraiment confiance est censée être le premier médecin. Le vrai médecin, celui qui connaît le corps du roi, j'allais dire, sous tous ses angles, sous toutes ses facettes, c'est vraiment ce premier médecin et ce premier chirurgien, mais peut-être pour le prestige, hein, on essaie de multiplier les officiers de nature sanitaire et médicale. En 1682, les choses en fait ont un petit peu changé. 1682, les choses ont un petit peu changé, effectivement. Alors, il y a une vingtaine d'années de différence. Le premier médecin a changé, c'est plus Antoine Vallot, c'est Monsieur Daquin, hein, Antoine de son prénom. Il a toujours le même, le même montant, hein, il reçoit toujours le même montant, 3000 livres de gage, ce qui peut signifier qu'en réalité, son pouvoir d'achat a baissé. Pas entrer dans les questions d'inflation, je sais que c'est d'actualité, mais 3000 livres en 1661 et 3000 livres en 1682, 20 ans plus tard, ça, en fait, ce n'est pas la même valeur. On sait que, du fait de l'augmentation des prix, en fait, ce premier médecin, il gagne moins d'argent. Et on retrouve d'autres médecins qui se succèdent. Hein. Un médecin ordinaire, tiens, il s'appelle Pierre Daquin. Ah oui, c'est le fils de son père, tout simplement.
Donc là, en l'occurrence, on retrouve aussi des logiques, hein, des logiques à la fois patrimoniales, un peu corporatistes et donc familiales. Sous-entendu, ben, comme la place est intéressante, si on peut caser son fils, ben, ça peut être aussi tout à fait lucratif et valorisant. Il est fait mention, donc c'est la page 141, hein, de cet état de la France de 1682, du fameux toucher des écrouelles. Et oui, le toucher des écrouelles sollicitait l'action du premier médecin. Et ça, c'est un élément très important. J'avais consacré un article à cette question, puisque, en fait, pour accéder au roi, il y a un premier tri qui était effectué. On craignait les pestiférés, les lépreux, hein, ou des gens qui avaient des maladies, entre guillemets, contagieuses, en fonction des critères de l'époque. On est au XVIIe siècle. Et ce premier médecin a justement ce rôle de faire le tri entre les malades. On retrouve, enfin, on remarque en tout cas, au-delà de cet élément, la disparition des médecins mathématiciens. C'est vrai qu'en 1682, on n'attend plus d'un médecin sérieux qui prédise les épidémies. C'était encore le cas en 1660, mais là, ça renvoie à un autre volet, mais qui, à mon sens, est tout à fait passionnant dans l'histoire des sciences et de la médecine, c'est le rôle de l'astrologie. En 1661, l'astrologie a encore un rôle, on va dire, dans la médecine sérieuse, même universitaire. En 1680, on n'y croit plus. On considère que ce sont voilà, des fariboles et billevesées et autres voilà, incantations qui n'ont pas de prix sur le réel. Donc, la fonction, elle a disparu. Hein. Et comme un élément aussi, peut-être va-t-on vers davantage de rationalisation au niveau de l'exercice de la médecine. En tout cas, dans l'entourage du roi, ça semble être quelque chose d'assez évident. J'ai parlé du rapport de confidentialité et du rapport de confiance, donc proximité entre le souverain et son médecin. Mais est-ce que c'est finalement spécifique à un roi? Bien sûr, parce que quand on connaît l'état de santé réel d'un roi, autant qu'on puisse le connaître, on possède des informations qui sont stratégiques, hein, qui ont un intérêt, je dirais, diplomatique. Mais ça renvoie en fait à une conception beaucoup plus générale. Hein, je citerai les essais de médecine du fameux Jean Bernier en 1689. Je cite, il dit « Le médecin est un confesseur des infirmités corporelles ». Comme un confesseur, donc il y a le secret de la confession, c'est le secret médical. On n'est pas censé dire à X ou Y de quelle pathologie, de quoi souffre le patient, mais ça crée aussi une espèce de lien, hein, un lien de complicité et bien sûr de confiance. Et c'est la raison pour laquelle hein, j'ai mis les portraits des deux premiers médecins de Louis XIV, au moins pendant son règne personnel, donc Antoine Vallot et Antoine d'Aquin. J'attirerai, mais sans trop forcer le trait, votre attention sur le regard malicieux d'Antoine Vallot. C'était un malin, et ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Ce rapport de confiance, il est important, il est même fondamental. Sous-entendu, ce premier médecin, il doit se dévouer corps et âme à la santé de son patient. Et ça renvoie aussi à cette réalité. Lorsqu'on est un roi de France, quelque part, on est censé avoir un pouvoir absolu. Ça, c'est ce que dit la théorie et ce qu'on pense dans le grand public. Mais quelque part, le médecin, il est censé suivre absolument hein, et contrôler absolument tout ce qui se passe dans la santé de son patient attitré. Et à cet égard, il y a une anecdote qui me semble assez intéressante, tirée des mémoires de l'abbé de Choisy, qui raconte eh bien, un épisode où Louis XIV était atteint de fièvre, je ne sais pas exactement quelle était la pathologie, et il a eu un petit différend, en tout cas il s'est passé quelque chose avec son premier médecin qui apparemment n'a pas été à la hauteur. Donc Choisy raconte, là, il parle de qui il s'agit, peut-être la princesse Palatine, m'a conté que le roi étant à Marly, eut un fort grand accès de fièvre. Les médecins sur le Mini, voyant que la fièvre diminuait, lui firent prendre un bouillon. Ah, c'est un peu l'aspirine de l'époque, hein, avec la saignée, on prend un bouillon et voilà. D'Aquin dit, voilà la fièvre qui est sur son déclin, je m'en vais me coucher. Fagon, qui à cette époque est médecin de la reine, lui, apparemment, n'a pas la même opinion. Fagon fit semblant de le suivre, donc de suivre Daquin, qui était son supérieur hiérarchique, et s'arrêta dans l'antichambre en disant entre ses dents, quand donc veillerons-nous? Nous avons un si bon maître, il parle du roi, et qui nous paye si bien. Il se mit dans un fauteuil, appuyé sur son bâton. Il était aussi bien que dans sa chambre, parce qu'il ne se déshabillait jamais, ne dormait qu'à son séant à cause de son asthme. Donc, il dort toujours assis. 1 heure après, le roi appela le premier valet de chambre et se plaignit à lui que sa fièvre durait encore. Il lui dit, sire, monsieur Daquin s'est allé coucher, mais monsieur Fagon est là-dedans. Le ferai-je entrer?
Que me dira-t-il, lui dit le roi, qui craignait que le premier médecin ne le sût. Donc là aussi, on a une allusion à un rapport de force qui semble être plutôt favorable au premier médecin. J'ai entendu, le premier médecin pourrait faire un scandale si quelqu'un lui avait, passé mon expression, damé le pion. C'est-à-dire l'avait remplacé dans cette surveillance et dans cette assistance au souverain. Que me dira-t-il donc? Je redis, je répète, lui dit le roi qui craignait que le premier médecin ne le sût. Sire, reprit Nière, c'est le valet, et ce que je dis, si je le sais de lui, il vous dira peut-être quelque chose, il vous consolera. Fagon entra, tâta le pouls, fit prendre de la tisane, fit changer de côté, enfin, il se trouva seul auprès du roi pour la première fois de sa vie. Et là, il se passe quelque chose, c'est-à-dire cette espèce de rencontre entre Fagon et Louis XIV, les deux d'ailleurs ont le même âge, hein. C'est assez intéressant, tous les deux sont nés en 1638, et ça peut aussi créer une sorte de surplus de complicité, hein, le fait d'avoir le même âge. Et là, en l'occurrence, bah, vous avez un peu compris le problème. C'est-à-dire que Fagon est en train de remplacer Daquin, il est en train de préparer tout simplement hein, son accession au titre de premier médecin. Et oui, effectivement, Daquin eut son congé 3 mois après sur une bagatelle dont on lui fit une querelle d'allemand. Querelle d'allemand, c'est une formule de l'époque, sous-entendu, une broutille, et puis on décide, voilà, de le disgracier. Il avait demandé l'archevêché de Tours pour son fils. S'il demandait plus qu'il ne devait, eût été un crime, il y avait longtemps qu'il eût été criminel. Vous avez entendu, il avait l'habitude de demander des privilèges, des avantages pour des membres de sa famille. Fagon, apparemment, ne demandait rien. Et alors que Daquin, lui, laissait le roi seul avec sa fièvre, Fagon prend la place de Daquin et crée hein, cette espèce de relation de confiance. Si le premier médecin n'a plus la confiance de son employeur, eh bien, on va le renvoyer. Là, on est dans une logique classique hein, de courtisanerie, sous-entendu, bah, le médecin est aussi un courtisan, on peut le disgracier lorsque il ne se comporte pas bien. Et effectivement, c'est ce qui va permettre l'accession au titre de premier médecin de Guy Crescent-Fagon, bien connu parce que c'est un très grand botaniste qui a travaillé au Jardin royal des plantes, aujourd'hui muséum d'histoire naturelle évidemment, et qui va avoir une relation, va nouer vraiment une relation de complicité jusqu'à la mort de Louis XIV en 1715, donc pendant une grosse vingtaine d'années. Ces deux hommes vont véritablement être absolument inséparables, mais avec bien sûr des hauts et des bas, hein, toujours ce rapport de force. C'est-à-dire le médecin, ben, il est là pour donner des conseils, pour fixer des ordonnances, pour définir des objectifs, et puis ben, le patient reste un patient, même s'il est roi. C'est-à-dire que des fois, il est obligé ben, d'oublier qu'il est roi, mais des fois, hein, il se révolte un petit peu ou considère que son médecin va un peu trop loin. Et bien entendu, hein, puisque c'est une personnalité comme le souverain et comme Louis XIV, nombreux étaient ceux qui voulaient donner des conseils à la santé, enfin sur la santé hein, du souverain, où se trouvait toujours à proximité. Et l'aventurier italien et ambassadeur et espion Primi Visconti écrivait en 1681 à propos pardon, du premier chirurgien du grand dauphin. Élian, chirurgien renommé, avait fait mourir une infinité de gens par ignorance. Cependant, il est comblé de biens. Il est vrai qu'il est si important que le roi dit une fois, je ne peux cracher sans trouver Élian devant moi. Comme c'était un espion, on le tolérait. Alors, c'est un espion, cet Élian, évidemment. Pourquoi? Parce que c'est le premier chirurgien du grand dauphin, sous-entendu. Si le roi meurt, eh bien, ce premier chirurgien du grand dauphin deviendrait premier chirurgien du roi. Et peut-être que bah, le fils de Louis XIV, à cette époque, voulait savoir dans quel état de santé se trouvait réellement son père. Il attendait la succession. Hein. C'est toujours le problème dans ces systèmes monarchiques. C'est-à-dire que bah, c'est pas qu'on est obligé de souhaiter, mais on attend voilà, qu'un événement comment dire, malheureux arrive pour monter sur le trône. Et des fois, ça peut durer longtemps. Et du coup, bah, les médecins et les chirurgiens ont un rôle important, puisqu'ils peuvent avoir des informations. On peut leur demander, alors, quel est l'état de santé du roi? Ça va pas? Quand est-ce que la succession va avoir lieu hein? On peut imaginer, en tout cas, ce type de rapport de force. Un rapport de force qui est permanent. Un rapport de force qui est permanent parce que il, comment dire, s'organise autour, évidemment, d'une variable qui est essentielle, qui est celle de la survie du souverain. La monarchie est un régime, j'allais dire, vivant, dans le sens où l'institution, elle est incarnée dans un corps vivant, qui souffre, qui est mortel, qui peut connaître un certain nombre d'aléas. Et du coup, eh bien, en conséquence, ces médecins vont avoir un ascendant sur le souverain. À partir du moment où le roi est malade, les médecins qui sont les garants de la santé du souverain
vont peut-être aussi en profiter, vont peut-être asseoir une sorte d'autorité, voire de domination psychologique ou morale, en arguant du fait que eh bien, c'est à eux de dire comment le roi doit se comporter, peut-être ce qu'il doit manger, son activité physique, comment est-ce que il doit gérer son quotidien, un peu comme le confesseur. Hein. Et ce parallèle est intéressant entre le pouvoir du confesseur, c'est le pouvoir moral et théologique sur l'âme, entre guillemets, du souverain, et il y a le pendant, hein, dans le confesseur s'occupe de l'âme du roi, mais donne des conseils, et des fois peut-être désapprouve évidemment les actes qui sont accomplis. Eh bien, le médecin, hein, le fameux confesseur des infirmités corporelles, il s'occupe du corps du roi. Hein, et donc, il a ce pouvoir de conseil, mais aussi peut-être de contrainte sur le souverain. Et les anecdotes sont nombreuses. En 1675, le même premier Visconti écrit « Le plus grand mal de tous fut que le roi tomba malade au mois de septembre. Il avait des vapeurs, équivalent de migraine, quasi comme les dames. C'était une sorte de mal d'intestin dont, à l'exemple du roi, beaucoup de courtisans commencèrent à se plaindre. Le premier médecin du roi, d'Aquin, l'avait fait saigner contre sa volonté, contre la volonté du roi, et contre son tempérament. Car, il manque un air, le roi est si flegmatique que pendant ses repas, il ne boit que 2 ou 3 fois, bien qu'il mange beaucoup. Le premier médecin m'a même dit l'avoir vu sortir de table sans avoir bu. Le roi connaissait l'ignorance de son médecin. Cependant, il ne lui refusait pas les grâces qu'il sollicitait. C'est un extrait qui est assez dense, mais qui montre que, dans la mesure où le roi est souvent malade et il a souvent ses vapeurs, hein, il les a depuis 1658, hein, où il a souffert d'une fièvre typhoïde très très grave et qui a failli l'emporter, qui en tout cas a emporté une partie de sa chevelure, hein, puisque Louis XIV portera des perruques à partir de l'âge de 20 ans, hein, du fait de cette fièvre et le fait qu'une partie de sa chevelure soit tombée. Donc Louis XIV hein, craignait particulièrement ces violents accès de migraine, mais on a l'impression que le médecin, il utilisait un peu ces migraines, ou en tout cas, il arrivait à s'imposer et à imposer des saignées que le roi détestait pour montrer qu'il était garant de sa santé, mais qu'il avait une sorte d'empire, ou en tout cas d'autorité hein, sur le souverain, en mettant en avant le fait que, voilà, hein, il était obligé de se saigner, il était obligé d'appliquer les ordonnances de son médecin. Et que cette domination au niveau sanitaire, cet absolutisme, on pourrait dire sanitaire du médecin, eh bien, se traduisait également par la possibilité de demander des privilèges, des grâces, de l'argent, des avantages divers et variés pour lui et les siens. Et on a l'impression presque d'un renversement de situation. C'est-à-dire que le médecin se trouve au-dessus du roi, hein, puisque finalement, il a entre ses mains sa santé et la conservation de sa santé, donc sa survie ou le prolongement de sa vie, et que le roi se retrouve un peu en position d'infériorité. Et les exemples sont nombreux. On le retrouve également dans les mémoires de Saint-Simon, en 1691, avec une affaire assez cocasse, celle des franges d'or, puisque à Versailles, les tentures étaient bordées de franges avec du fil d'or. Et une de ces franges avait disparu, alors que normalement, les courtisans n'y touchaient pas, et puis il y avait toujours quand même des gardes pour surveiller que les objets précieux ne disparaissent pas. Et un jour, ces franges, en fait, qui ont disparu, quelqu'un les lance sur la table du roi pendant qu'il est à table, et on ne sait pas qui a lancé ces franges, et elles sont accompagnées d'un papier. Voyons, Livry avec raison, donc c'est un des domestiques, ne voulut pas, et se retirant en arrière, le lut tout bas et par derrière. Le roi le donna à Daquin, avec qui je le lus entre ses mains. Donc il parle du message qui accompagne les franges qui ont été restituées assez étrangement. Il y avait dedans, d'une écriture contrefaite et longue, comme de femme, ses propres mots. Reprends tes franges, bon temps, un des valets de Louis XIV, la peine en passe, le plaisir. Mais baisement au roi. Il était roulé et point fermé. Le roi le voulut prendre des mains de Daquin, qui se recula, le sentit, le frotta, tourna et retourna, le montra au roi sans le lui laisser toucher. Sous-entendu, on craint la présence de poison sur ce message. Donc le roi veut toucher le message, hein, la lettre, entre guillemets, et le premier médecin, lui, il joue son rôle. Hein, il a aussi cette fonction de vérifier si une odeur ou une couleur ou une texture dans le papier ne pouvait pas, démontrer la présence de poison.
Le roi lui dit de le lire tout haut, quoique lui-même le lut en même temps. Voilà, dit le roi, qui est bien insolent, mais d'un ton tout uni et comme historique. Il dit après qu'on ôta ce paquet, l'Ivry le trouva si pesant qu'à peine le put-il lever au-dessus de la table et le donna à un garçon bleu, un des, euh, un des domestiques. Ce qui me semble assez intéressant, c'est la phrase de Louis XIV. Voilà qui est bien insolent. De quoi parle-t-il? Parle-t-il du message qui accompagne les franges qui ont été jetées sur la table, ce qui est quand même un affront, ou parle-t-il de l'attitude de son premier médecin, qui finalement refuse de donner le message au roi? C'est-à-dire le roi donne un ordre en public, et le médecin, il garde le papier, comme un enfant qui réclame quelque chose, et puis on lui retire, ce qui quand même montre publiquement une espèce d'ascendant, et je dirais de confiance en soi, du premier médecin, qui précisément pouvait être aussi insolent. Entendu, la formule peut à la fois qualifier le contenu du message, on se moque du roi, ainsi que ce qui vient de se produire, mais également l'attitude d'un premier médecin qui décide de ne pas donner le message que le roi a envie de lire, d'autant plus que ben non, il n'y avait pas de poison à l'intérieur, c'était un simple morceau de papier, mais le premier médecin a décidé que, voilà, d'autorité, il ne le donnerait pas au roi, et je pense que le geste, et on sait à quel point la gestuelle était très codifiée à Versailles, était quelque chose qui aurait pu être considéré comme une chose tout à fait scandaleuse. Mais sans doute, Daquin le paya-t-il plus tard, et que Louis XIV a gardé en mémoire eh bien, ce manque de politesse ou de respect à l'égard du souverain. C'est toujours Saint-Simon qui écrit, on est en 1693, Madame de Maintenon, qui voulait tenir le roi par toutes les avenues et qui considérait celle d'un premier médecin habile et homme d'esprit comme une des plus importantes, à mesure que le roi viendrait à vieillir et sa santé à s'affaiblir, sapait depuis longtemps d'Aquin, et saisit ce moment de la prise si forte qu'il donna sur lui et de la colère du roi. Elle le résolut à le chasser et en même temps à prendre Fagon en sa place. Donc, disgrâce de Daquin, Fagon va le remplacer. Ce fut un mardi, jour de la Toussaint, qui était le jour du travail chez elle de Pontchartrain, etc., etc. Il eut donc ordre d'aller le lendemain avant 7 heures du matin chez Daquin, lui dire de se retirer sur le champ à Paris, que le roi lui donnait 6 000 livres de pension et à son frère, médecin ordinaire, 3 000 livres pour se retirer aussi, et défense au premier médecin de voir le roi et de lui écrire. Défense de le voir et de lui écrire. Peut-être de façon un peu, je vais dire, subliminale ou inconsciente, cette idée de la lettre, sous-entendu, ah, tu veux pas que je touche des papiers, bah, je vais sûrement pas lire les lettres que tu serais susceptible de m'envoyer. Jamais le roi n'avait tant parlé à Daquin que la veille à son souper et à son coucher, et n'avait paru le mieux traité. Ce fut donc pour lui un coup de foudre. Et là, c'est pas, on parle pas d'amour. Ce fut pour lui un coup de foudre qu'il écrasa sans ressources. On imagine, et puis la formule, elle est quand même très parlante. Il est terrassé par cette disgrâce soudaine et, comment dire, inattendue. La cour fut fort étonnée, ne tarda pas à s'apercevoir d'où cette foudre partait quand on vit le jour des morts Fagon, déclaré premier médecin par le roi même, qui lui dit à son lever, et qui apprit par là la chute de Daquin, à tout le monde qu'il ignorait encore, et qu'il n'y avait pas 2 heures que Daquin lui-même l'avait apprise. Il n'était point malfaisant, il ne laissa pas à cause de cela d'être plaint et même visité dans le court intervalle qu'il mit à s'en aller à Paris. Disgrâce relative, Paris c'est pas non plus très loin de Versailles, mais c'est la dernière fois que Louis XIV verra Daquin et vice-versa, c'est la dernière fois que Daquin verra Louis XIV. Donc une disgrâce qui est soudaine, mais qui est sans doute liée, il y a différentes interprétations, justement à cet ascendant que Daquin avait pris sur le roi. Sous-entendu, Madame de Maintenon a quand même manifestement eu un rôle de conseillère, peut-être un peu d'intrigante, pour dire à Louis XIV que son premier médecin avait trop d'autorité sur lui et qu'en tant que souverain, alors qu'il dominait toute sa cour, ses ministres, ses courtisans, etc., il se laissait peut-être un peu trop mener, passez-moi l'expression, par le bout du nez, par ce médecin pas toujours très poli, et qu'au contraire, Fagon, qui a toujours été très docile, très discipliné, très modeste, très en retrait et très obséquieux aussi peut-être à l'égard de Louis XIV. Lui, au contraire, on pouvait lui faire confiance, hein, et c'est pour ça que cette disgrâce soudaine, elle est sans doute liée à l'excès préalable de Daquin.
On peut également se référer au journal de santé du roi, hein, qui est un document dont je parlerai dans quelques minutes. Il me reste un gros quart d'heure, me semble-t-il. Document qui relate année après année, puisqu'il s'agit d'annales véritablement de la santé du roi. Donc, on appelle ça un journal, mais plus le journal, on pourrait dire intime du médecin, qui raconte toutes les maladies de son patient, mais c'est rédigé année après année. Donc, c'est plus des annales de la santé du roi et qui explique, là en l'occurrence c'est Fagon, qui explique comment il s'occupe de Louis XIV, qui souffre de la goutte. Hein, il souffre à cette date depuis une vingtaine d'années, manifestement, hein, de la goutte. Et donc là, nous sommes en 1705. Et donc Fagon écrit, à cause de la douleur, et cependant, ne mangeant à dîner qu'un potage de santé et des poules rôties, et le soir du potage seulement, et ne buvant soir et matin que de l'eau, tant que la fièvre, qui a duré plus de 10 jours, m'a obligé à lui faire garder ce régime, qui aurait été beaucoup trop nourrissant pour un autre et que les courtisans trouvaient épuisant pour le roi. Son ventre, dans ce temps, étant tout à fait resserré, et sa majesté ne voulant absolument pas prendre de lavement, j'ai été obligé de lui faire manger des pâtes de violettes récentes ou avaler du sirop de violette, préparé de manière l'un et l'autre que toutes les 4 fois qu'il a pris des pâtes, 3 pour chaque dose ou 10 sirop, une once, elles lui ont toujours bien ouvert le ventre. C'est laxatif, très bien. La douleur de gorge dont le roi se plaignait pendant tout ce temps, et celle de la tête précisément au-dessus de la racine du nez, s'étendant vers le haut du frontal, inquiétait sa majesté, parce que beaucoup de gens qui en étaient alarmés n'en connaissaient pas la cause, faisaient souvent de mauvais raisonnements, qui lui donnaient sujet de craindre la skinancie, une sorte de rhume de cerveau, comme on disait à une époque, et de demander de temps en temps si je ne le ferais pas saigner. En fait, le document montre une chose, à la fois la grande proximité du premier médecin qui va jusqu'à fixer l'alimentation, les médicaments, bien sûr, c'est son rôle, mais aussi l'alimentation du souverain, et qui va se retrouver en porte-à-faux, donc en concurrence ou en confrontation, avec des courtisans qui eux aussi veulent donner des conseils par rapport à la santé du roi. On sait que Louis XIV était un très très gros mangeur, en plus il avait le ver solitaire, sans doute diabétique, etc. Donc il aimait beaucoup les sucreries, il aimait bien manger, et le fait que le médecin dise non, non, hein, il faut diminuer voilà, l'apport calorique et la quantité de ce que vous mangez, ça pouvait créer aussi des débats. Hein. Sous-entendu, qu'est-ce que c'est que ce premier médecin qui va fixer les menus du roi quand les courtisans, eux, considèrent que pour que le roi soit en pleine forme, eh bien, il faut qu'il mange énormément. Et c'est assez intéressant de voir que ce mémoire, donc rédigé par le médecin, évoque l'influence des courtisans qui veulent contredire le diagnostic ou le pronostic ou le traitement hein, ou le régime qui sont proposés au roi, peut-être pour essayer d'exister un peu plus en se disant, eh bien, si je donne un bon conseil, peut-être j'aurai un avantage, peut-être je pourrais profiter des largesses du souverain. Hein, toujours dans le même texte, il répugnait à la saignée, il parle du roi bien sûr, mais la chaleur qui faisait bouillir les humeurs et la sécheresse, plus grande qu'elle n'a jamais été, qui les rendait mal disposés à couler, autant que la gorge et la bouche du roi, sèche et pâteuse tous les matins, m'empêchait de consentir à la purgation, qu'il n'y eût un peu de modération du sec et du chaud. Je ne pas sur les détails, hein, puisque lavement et purgation, les saignées ne se faisaient pas n'importe comment, c'était lié à la température, à l'état du patient, c'était quelque chose de très codifié. Donc là, en plus, on est fin juillet, il fait très chaud, ce qui est arrivé vers le 29 juillet, il ne fut plus question que de vaincre la répugnance que le roi témoignait, avoir à se laisser saigner, que soutenaient pour faire leur cours à ses dépens la plupart des courtisans que l'ignorance et la témérité fait toujours parler mal à propos et décider de tout. Donc on retrouve cette allusion d'un premier médecin, en fait, dont l'action est parasitée par l'avis de courtisans qui ou bien sont médecins, il ne le dit pas, ou bien ne sont pas médecins, mais considèrent que, bah non, hein, si le roi a mal à la tête, s'il a ses vapeurs, ses migraines, il faut le purger ou il faut le saigner. Et cette compétition, cette concurrence entre les médecins, qui sont censés avoir beaucoup de pouvoir, elle apparaît aussi comme une compétition entre les courtisans eux-mêmes. Saint-Simon raconte en 1715, cela les sucreries n'étaient pas de la vie de Fagon, qui en le voyant manger, Louis XIV adorait les fruits confits en particulier, faisait quelquefois des mines fort plaisantes, sans toutefois oser rien dire, que par-ci par-là, à Livry et à Benoît, donc des domestiques, qui s'occupent justement des menus du souverain, qui lui répondaient que c'était à eux à faire manger le roi et à lui à le purger. Donc là, au moins, les choses sont claires. Certains courtisans, qui sont les officiers de bouche, qui s'occupent des cuisines et des menus, ils veulent faire manger le roi au maximum, et le médecin, lui, au contraire, bah, il est plutôt favorable à un régime et à diminuer la quantité, notamment des fruits confits ou de tout ce qui pouvait augmenter la goutte
du souverain, parce que même si on ne connaissait pas le rôle de l'acide urique et autres, on avait quand même remarqué qu'en mangeant un peu moins, bah, ça allait mieux et on avait moins de crises de goutte. Mais les courtisans et les officiers, eux, sont pas du tout dans cette logique. Ils sont plutôt dans la logique de continuer à gaver le roi, comme on le voit chez Saint-Simon et également dans le journal de santé. Je vais évoquer pendant les minutes qui me restent ce journal de santé parce que finalement on s'aperçoit que cet absolutisme qui n'est pas tellement celui du roi, puisqu'il apparaît plutôt comme quelqu'un d'assez soumis à ses médecins. Assez soumis à ses médecins, mis à part la disgrâce de 1693, hein, celle de Daquin, on a l'impression qu'il a plutôt été très favorable hein, aux conseils qui lui étaient donnés par les médecins, quand il lui demandait une saignée, une purgation, de limiter certaines activités. Et tout ceci, en fait, eh bien, on le retrouve quand même assez bien formulé dans ce journal de santé, et c'est pour ça que j'ai voulu aborder le troisième et dernier volet de cette conférence, à cette problématique d'une tutelle historiographique par le texte, par l'écrit, en l'occurrence grâce à ce journal de santé dont vous avez la photographie de la couverture. Alors, c'est un ouvrage qui a été relié après coup, hein, là, aux arts de 2014, avec des fleurs de lys un petit peu partout, pour donner un côté voilà, très, très royal à un document qui est un document médical, qui est un document scientifique, qui est un document confidentiel, qui par ailleurs n'a jamais eu vocation à être publié. Les courtisans n'étaient pas censés lire le journal de santé. Anne d'Autriche et Mazarin, oui, puisque pour l'une, c'est la mère, et puis pour l'autre, on va dire que c'est le Premier ministre. Mais en plus, comme c'est l'amant de sa mère, c'est une sorte de beau-père putatif, si vous me passez l'expression. Mais c'est un document qui était censé rester complètement confidentiel, rédigé uniquement par le premier médecin qui, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, eh bien, compile année après année les principaux incidents de santé du roi avec les traitements. Et donc, ça permet de reconstituer, hein, c'est pour ça que c'est un texte, moi, qui m'a passionné, mais qui, sans doute, n'a pas, comment dire, révélé tous ces secrets, si on peut employer cette formule. En tout cas, c'est un texte extrêmement complet, qui est bien sûr manuscrit, hein, donc ça, ce sont les premières pages, et c'est Antoine Vallot qui a cette idée. C'est Antoine Vallot qui a cette idée. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais c'est pas la première fois, parce que Héroard a rédigé aussi un volumineux journal qui a été publié au XIXe siècle de façon hyper fragmentaire, qui ensuite, dans les années 80, a été publié en deux énormes volumes aux éditions Fayard, si mes souvenirs sont bons, mais qui, en fait, par rapport au manuscrit, ne représente que 10%. C'est-à-dire les deux énormes volumes du Journal des Rois publié sous la direction de Madeleine Foisil dans les années 80, c'est qu'un dixième du manuscrit. C'est quelque chose d'absolument énorme, parce que la différence, c'est que Héroard écrivait tous les jours. Il ne parlait pas que de la santé du petit Louis XIII, alors que pour Antoine Vallot et ses successeurs reprendront le fil de l'écriture, on n'aborde que la question de la santé, des maladies et des traitements. Et on n'a pas du tout, jour après jour, les éphémérides de la vie et de l'existence du souverain. En l'occurrence, le titre du manuscrit original, c'est Remarques sur la santé du roi. Ce sont des remarques. C'est un terme finalement qui est assez général, sous-entendu, on ne prétend pas à l'exhaustivité. Il y a peut-être des manques, il y aura peut-être des erreurs. Ce sont des remarques. Ces remarques, elles sont destinées à quoi en fait? Parce qu'on peut se poser la question, mais à quoi va servir ce journal de santé? On ne sait pas trop. Ou en tout cas, pour le dire différemment, on peut considérer qu'au départ, en tout cas c'est ce qu'écrit Antoine Vallot, l'objectif est de consigner un certain nombre d'éléments qui permettent de mieux connaître la santé du jeune roi, puisque le texte commence en 1652, de mieux connaître la santé du jeune roi pour pouvoir plus facilement et plus efficacement le soigner plus tard. Ça, c'est la version officielle. Il y a une version, je dirais, officieuse et qui transparaît quand même quand on regarde le texte et quand on voit la personnalité d'Antoine Vallot, c'est le fait de créer une archive, de créer une mémoire de l'activité d'un médecin. Pour pouvoir utiliser justement ce mémoire et cette mémoire de l'activité médicale pour dire, à une époque quand même où Molière tourne en dérision et en ridicule les médecins, pour dire, notre fonction est très importante. Nous avons entre nos mains la santé du roi, donc l'équilibre de l'État, donc la stabilité du royaume, etc., etc. Comme une espèce de document de mémoire professionnelle,
je mets bien sûr beaucoup de guillemets, mais qui permet de justifier aussi, pourquoi pas, des requêtes, des demandes d'argent, de privilèges, en disant, mais tout ce qu'on a fait, il y a un document qui en fait la recension, qui en fait le compte-rendu. Hein. Et donc, c'est une sorte d'ancêtre du dossier médical, hein, du dossier médical du patient, et en même temps, un rapport d'activité qui puisse être utilisé pour défendre la fonction de premier médecin, hein, en indiquant, voilà tout ce que le roi nous doit, tout ce que la monarchie nous doit, et peut-être dans les décennies futures, dans les siècles des siècles, si on peut employer cette formule, il restera quelque chose de l'action de ces médecins et de tout ce qui a été mis en place pour protéger la santé du roi. En l'occurrence, quand on voit le style d'Antoine Vallot, donc là c'est un petit extrait pour 1656, et j'ai mis en parallèle un portrait du jeune Louis XIV, hein, parce que voilà, Louis XIV a 18 ans. Le roi, par la grâce de Dieu et par les soins et par les services très particuliers que j'ai rendus à Sa Majesté sur la fin de l'année précédente, s'est trouvé dans un état si avantageux et en une santé si parfaite, ensuite des deux maladies considérables qui lui sont arrivées en l'année 1655, que je ne vois maintenant à craindre pour la présente année en laquelle nous sommes menacés de petites vérolles, rougeoles, pourpres, fièvre maligne et populaire, comme aussi de flux de ventre, hein, donc j'ai indiqué tout à l'heure, le bon médecin est censé prévoir toutes les épidémies qui vont arriver pendant l'année. Et là, c'est ce que fait Vallot. Donc, mon ayant la grâce de Dieu, le roi se garantira, pourvu que Sa Majesté se conserve mieux que par le passé, qu'elle garde un bon régime de vivre et passera, comme je l'espère, la présente année en une parfaite santé, accompagnée d'une prospérité extraordinaire qui le comblera de toutes sortes de bénédictions et le fera triompher de ses ennemis en quelque lieu qu'il puisse faire des entreprises contre son État et contre le bonheur de son royaume. Ce sont les vœux que je fais pour la présente année, espérant que Dieu les exaucera. 3 janvier 1656. Ce sont les bons vœux, allusion aux épidémies qui pourraient se produire, et en même temps, on voit qu'on est dans la propagande. On est dans la propagande, c'est-à-dire que ce dossier médical est aussi une sorte de livre d'histoire, en tout cas de texte de propagande qui glorifie la gloire du souverain. Là, en l'occurrence, on comprend un peu, me semble-t-il, spontanément, la stratégie du médecin, c'est-à-dire survaloriser sa fonction, survaloriser son patient, en espérant avoir un maximum de retombées positives. Et c'est vrai qu'il en aura dans la mesure où ce texte va être un texte extrêmement réaliste, extrêmement précis, et qui n'a pas l'équivalent. Même dans Héroir, on n'a pas des descriptions aussi précises, pourrait-on dire, que dans ce journal de santé, quels que soient les auteurs. Les 3 premiers médecins ont utilisé absolument le même style. Un exemple, l'air s'étant fort rafraîchi les premiers jours du séjour que le roi y a fait, parle de Marly manifestement, étant fort légèrement habillé et couché à rebours de son ordinaire dans son lit. Donc là, Louis XIV s'est couché à l'envers, il a mis les pieds au niveau de l'oreiller, je ne sais pas pourquoi. Mais le médecin en parle, donc c'est quand même un détail très, j'allais dire, privé, très intime. Il s'est senti des douleurs à l'épaule droite et au col du même côté, et les chaleurs étant revenues violentes et fondantes, Sa Majesté, se privant des secours de la sueur en se découvrant la nuit, a continué de sentir les mêmes douleurs et un embarras de la tête. Fameuse migraine, bien sûr. Quoiqu'il fût assez souvent à sa chaise, on pense bien sûr, et on sait qu'il s'agit de la chaise percée, remarquant qu'il commençait à faire de grandes selles puantes, qui se sentaient des premières abondances du gibier dont le roi mangeait beaucoup, je le pressai de suivre la coutume dont il était convenu, de se purger au bout du mois. Mais il fallait aller jusqu'au 3 août, qui se trouva heureusement encore humide et rafraîchi par la pluie des 2 jours précédents, qui m'avait obligé à presser le roi de n'en pas perdre l'occasion, de peur du retour de la chaleur excessive. Sa Majesté en a été très bien purgée de plusieurs grandes selles, les premières toujours surprenantes et les autres d'humeur ardente, gluante et écumante, comblées par une grande rouge au milieu de la nuit dont le roi s'est trouvé bien et fort à son aise. Bien sûr, ça peut étonner d'avoir ces descriptions des excréments royaux. Ça fait partie à la fois de la fonction du médecin et en même temps, il en use, je dirais presque peut-être qu'il en abuse pour montrer qu'il connaît tout du souverain. Et que dans son texte, il va un peu fossiliser ce point de vue, là en l'occurrence ce point de vue exhaustif, ce point de vue total sur le corps du roi. C'est-à-dire ce médecin a l'avantage par rapport aux autres courtisans, non seulement d'être toujours en compagnie du roi, mais aussi de voir jusqu'au contenu du pot de chambre, mais aussi d'en faire un texte et de l'intégrer finalement dans un texte qui va passer à la postérité.
même si le texte n'est pas destiné à être publié, c'est une archive qui aujourd'hui à la Bibliothèque nationale, même s'il manque, hélas, les dernières années, mais ça donne un pouvoir aussi considérable aux médecins, celui de pouvoir tout écrire, celui de pouvoir tout écrire, et sans le risque qu'on puisse lui reprocher d'avoir été inélégant ou intrusif ou irrespectueux à l'égard d'un souverain qu'on comparait à Jupiter, qu'on comparait à Apollon, mais dont les ennuis de santé et les problèmes de digestion étaient en l'occurrence bien connus de son premier médecin. J'en arrive à ma conclusion, il me semble avoir tenu à peu près le temps qui m'était imparti, en posant cette question, qui est une question, là, en l'occurrence, qui élargit complètement, je dirais, la dimension purement Louis XIVienne que j'ai voulu aborder. La médecine peut-elle prendre sa revanche sur le pouvoir politique? Une question qu'on peut se poser en regardant cette gravure, qui est une gravure satirique, une gravure hollandaise du début du XVIIIe siècle, hein, qui est due au talent de celui d'ailleurs qui passe pour l'inventeur de la bande dessinée au XVIIe siècle. Hein, c'est le dessinateur et graveur Romain de Hoer, qui a voulu représenter Louis XIV sur son lit de mort, harcelé par des médecins qui sont, ici on le voit par rapport au costume, représentés un peu comme des personnages de théâtre, hein, toujours cette idée que le médecin est forcément un charlatan. Mais ici, ce qui est mis en avant, c'est davantage pas simplement le rappel que le roi est mortel, on le savait bien, même si l'État, en théorie, voilà, il vivra toujours. On connaît la formule de Louis XIV sur son lit de mort, mais le fait que ces médecins aient pris un ascendant et que tout au long de leur carrière, en soignant le roi, donc en soignant un homme qui pouvait se trouver dans des moments de fragilité, comme s'il y avait une espèce de revanche, presque une revanche sociale. N'oublions pas que ces médecins sont issus de la bourgeoisie, ils ne sont pas des aristocrates. Hein. Normalement, un fils de noble n'est pas médecin, sauf si, évidemment, comme je l'ai dit, il s'agit du fils d'un premier médecin. Mais comme si quelque part, j'allais dire, le soin à la personne, cette espèce de rapport de force thérapeutique, pouvait renverser les hiérarchies sociales et entraîner peut-être une sorte de retour au réel. Bien entendu qu'on a tous besoin d'un médecin, même si on est roi, président, ministre, chef d'entreprise, milliardaire, je ne sais quoi. Et déjà, bien sûr, les populations à l'époque pouvaient en avoir conscience, mais pouvaient aussi utiliser cette image pour rappeler un certain nombre j'allais dire, d'évidences sociales. Et ça nous renvoie au fait que le rapport de force thérapeutique renvoie à un rapport de force qui est politique, mais renvoie aussi à un rapport de force finalement qui est sociologique. Ce sont des questions que j'ai pu aborder notamment dans une publication un peu ancienne, j'allais dire, enfin une petite dizaine d'années, La santé des dirigeants, très mauvais titre qui est celui choisi par l'éditeur, parce que c'est davantage les fatigues du pouvoir que j'ai voulu aborder, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie être malade pendant que on est dans l'exercice de ses fonctions de roi, de président, et c'est la raison pour laquelle, à partir du cas de Louis XIV, j'avais essayé d'élargir en remontant à François Ier et en allant, à l'époque c'était François Hollande le président, en allant jusqu'au cas de François Hollande, qui a très très peu communiqué sur sa santé, pour poser la question, non pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, du diagnostic rétrospectif, hein, quelle était la maladie dont ils souffraient, mais en quoi leur maladie a eu un impact sur la manière de gouverner, hein, en quoi la communication politique hein, a joué justement dans le débat public pour dire, au contraire, ne rien dire d'une situation qui pouvait être complexe. Et quelque part aussi, je fais une petite capture d'écran, se pose la question aussi de l'utilisation politique de la médecine. Vaste débat hein, avec la notion de dictature sanitaire, puisque j'avais réalisé un petit enregistrement, une petite vidéo, on appelle ça une capsule, on reste dans la médecine finalement. Bah, c'est pas une pilule, mais bon, enfin, ça ressemble un peu, pour France Culture, où on me posait sérieusement la question, c'est au moment des confinements, bien entendu, il n'y a pas encore la vaccination anti-Covid, sommes-nous dans une dictature sanitaire? Et bon, évidemment, je n'étais pas spécialiste de toutes les subtilités juridiques et institutionnelles autour des dispositifs législatifs qui ont encadré la population, mais
Voilà, je pense que cette réflexion sur ce rapport de force que je maîtrise, je crois, pour Louis XIV, c'est une question un peu intemporelle hein, et qui, bien sûr, pour être abordée la période contemporaine, nécessite l'expertise d'un peu tout le monde, et notamment, pourquoi pas, des membres de la Société française d'histoire de la médecine. Je vous remercie.